Hey, salut les amis, bienvenue sur Rage of Gaming, votre chaîne ludique pour ceux qui nous regardent actuellement sur Twitch, salut, et pour ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, écoutez, rejoignez-nous sur Twitch. On est en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Programme du jour et du soir. Du coup, donc en première partie, donc le tournoi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'animer avec l'ami Keycord. L'ami Keycord ici présent, qui a également une chaîne YouTube et qui fait également du contenu autour de ce jeu et différents jeux également. On est tous les deux multi-jeux. Je pense que c'est ça qui nous rapproche un peu, peut-être pas monofocal comme on dit dans le boulot. Voilà. Donc c'était un bel événement. C'était un peu dur honnêtement de streamer quasiment 10 heures. Il y a eu un peu de retard à l'allumage au niveau de l'organisation, rattrapé par la suite. Et le choix qui a été fait en fin de... Donc, au début, c'était des parties de 55 minutes en BO3. Mais honnêtement, ça dépassait pas mal euh, au niveau organisation. On a pris un peu de retard. Et finalement, il a été décidé de faire 6 rounds. À la base, il devait en faire 7. 6 rounds. À la fin de ces 6 rounds, donc, le top 8 a été dégagé. Remise d'Elo aux différents joueurs. Et le top 8 a continué à jouer. Et au niveau du top 8, il a été décidé de faire du BO1. Ce qui est peut-être un peu rageant pour certains joueurs qui avaient fait des beaux parcours jusque-là. Notamment un Erdi qui a fait un 6-0 et qui se fait éliminer par le futur vainqueur dans un match miroir en plus. Et en rediffusion sur la chaîne YouTube déjà. Donc, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et on a ensuite, donc, à la fin, Timothée qui remporte le tournoi. Timothée qui a été le moins bon du top 8 en phase de poule et qui finalement remporte le tournoi. Du haut de ses 13 ans, il en a impressionné plus d'un et il jouait un deck à solo vert assez. On a pas mal de jugeote et pas mal de maîtrise au niveau de la table. Je vous propose, dans un premier temps, de justement voir les différents decks. Donc on commence avec le deck de RD, donc un solo vert, fortement inspiré donc, de toute la hype autour de Torque, dont j'ai également fait une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à voir. Torque qui a délaissé le solo vert sur ses derniers tournois d'ailleurs, qui se rendent vers un autre type de jeu, et qui va être complètement rebattu par l'arrivée de la nouvelle méta, bien sûr, d'une nouvelle édition. Donc un solo vert classique, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de, de surprise. Peut-être, on va dire, le Chewbacca. Le Chewbacca en 2 exemplaires. Pas toujours présent. Euh, au niveau du side, on met un peu. Au niveau du side, il joue classique aussi. Des Walker, euh, de la Pègre, Pike. Vraiment un deck classique avec la traîtrise. Il finit à 6-0 en ayant affronté des très bons joueurs. Il a affronté Sabak. Contre Sabak, il fait un match nul et en fait, il n'y avait pas de nul pendant ce tournoi. Et ils ont décidé de jouer la victoire au dé. Verdi a gagné au dé contre Sabak, mais sinon il aurait été en 5-1. Et en 5-1, il était aussi en phase finale. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Ensuite, je vous propose de voir un autre deck, sachant que ce deck-là est déjà en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Il y a le duel, donc le quart de finale Erdi contre Timothée, qui est visible sur la chaîne. Je propose le deck de Charles. Charles qui arrive en top 8 et qui perd en demi-finale. Oui, il perd en demi-finale contre Jeb qui lui arrivera en finale donc. Et Charles a cette spécificité de jouer un Chirrut rouge, qui est assez original. Et notamment, lors de ce tournoi, on avait 2 Chirruts et les deux ont très bien performé. Honnêtement, les deux ont vraiment fait un super beau tournoi. Donc le Chirrut rouge,
peu, et un peu classique, il n'y a pas grand-chose. J'ai été surpris de la tankiness du Chiru, en fait. Je m'attendais pas à voir on envoie sur Canvas, c'est solide. Effectivement, c'est solide. Et vraiment, j'ai été surpris. Ah, on voit pas le chat devant. Moi, j'étais surpris hein, de la tankiness. Que ce soit Charles ou l'autre, j'ai oublié le nom, je crois que c'était Lionel qui jouait aussi un Chiru. T'as l'impression qu'ils vont se faire bouffer en fait en début de partie. Et après, ils reviennent. Ils reviennent petit à petit. Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Ils épuisent l'adversaire et ils lui passent devant. Et assez impressionnant. Donc Charles qui fait du 5-1 en phase de poule. Donc, largement en top 8 de ce tournoi et qui perd en demi-finale. Sur un match assez épique. Hein. Et je crois qu'il met, on va voir le prochain deck, mais il met Jeb à 2 PV, je crois. Il met à 2 PV de la victoire, et puis Jeb, après, remonte à son deck Luc, que je vous propose également. Donc cette vidéo là sera montée hein, pour ceux qui nous regardent sur Twitch. Sur YouTube, vous aurez la description des decks via swdb.com en accès direct sur la description de la vidéo YouTube. Alors, le Luc, je pense que c'est celui-là. Non, ça c'est un autre Charles. C'était un des rares Boba de ce tournoi, finalement. La semaine d'avant, on avait fait un pari avec Keycord sur le nombre de Boba jaunes qu'il y aurait au tournoi. J'avais parié sur du 40% et lui du 30%. Parce qu'on a eu le retour d'expérience de l'Arcana avec le premier deck vraiment compétitif qui était le deck Ruby Améthyste. Et il y avait plus de 50% des joueurs qui jouaient toujours le même deck. Donc, ça veut dire que Star Wars est quand même, au niveau de la construction en tout cas, un cran au-dessus de l'Arcana parce qu'il y a vraiment une variété de decks très importante. C'est permis également par les leaders, les archétypes. Enfin, bien sûr, hein, la mécanique du jeu en elle-même est différente, mais on a eu beaucoup de decks différents. Et j'étais très surpris de voir peu de decks Boba Ruse. Et des Boba tout court, il y en avait 13 sur 64, ce qui est pas un énorme pourcentage. Est-ce que c'est parce que les cartes sont rares et chères? Je ne sais pas. Enfin, le deck de Charles ici n'est pas dans la subtilité. Hein. Il y a 3 Vador dedans. Il y a un Ruk. Alors le Ruk en solo, il y en a un autre dans le side. Pourquoi pas. On a vu jouer donc Charles. Ça rampe très très bien. Je vais enlever le chat peut-être. Et l'événement. Oui, un peu le side. Un side assez particulier avec des walkers, avec des shoot first. Mais bon, il arrive dans le top 8 hein, avec ce deck. Après, Boba, je pense que peu importe l'archétype, il y a eu du Boba rouge, il y a eu du Boba jaune, il y a eu du Boba vert, du bleu, je ne sais plus, du bleu aussi. Enfin, il y avait toutes les infinités et tous ont été compétitifs. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Boba est un peu broken de base. Voilà, du Fire Spray, du Vador, du Waylay, bien sûr. Waylay, en français, j'ai appris que c'était guet-apens. Je crois que j'avais jamais utilisé ce mot de guet-apens. Waylay, c'est guet-apens. Voilà. Donc Charles qui se fait éliminer dans l'autre demi-finale. Dans l'autre demi-finale contre Timothée, de mémoire. Donc il arrive, il passe le premier tour du top 8, il passe le quart et il perd en demi. Alors, prochain deck que vous montrer. Donc voilà, le top 8 était vraiment bien représenté niveau champion, niveau leader. On avait 5 leaders différents, je crois. Donc on a notamment un Vador vert qui se hisse jusqu'à la finale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est en 5-1, donc il a une défaite. Après, tout le monde avait une défaite, il n'y avait que RD qui était en 6-0. Donc Patrice, qui nous sort un deck bien agressif des familles, avec notamment du frère, hein, du Ruk, du Walker de base dans le deck, ce qui est vraiment pas mal. C'est un deck qui sort mid-game très très costaud. Il a de la rampe grâce à son supply et son technician. Donc je crois que j'ai vu on a fait une partie de Patrice où il sort son Vador tour 4. 4 tour 3 ou tour 4, je sais plus. En tout cas, il le sort très très vite et très très fort. Et honnêtement, c'était intéressant à voir Patrice jouer ce deck Vador. Ça m'a peut-être inspiré.
Ça m'a peut-être inspiré avec la base verte là, c'était vraiment pas mal. Autre deck à mettre en avant, et celui-là. Alors, ça, c'était mon deck chouchou. Là, je vous avoue que j'étais pas très neutre sur ce deck, avec donc le deck de Marc, qui joue une Eden double bleu. Et juste pour ça, il aurait dû gagner le tournoi. C'est très ballsy de jouer un Y double, un Eden double bleu à ce moment-là de la méta. Bah, ça a fait son taf, hein, parce qu'il arrive en finale. Je l'avais entendu parler, je pense qu'il disait qu'il a eu peut-être un peu de chance au tirage. Mais bon, on n'arrive pas non plus à 5-1 que avec de la chance. Il y a une maîtrise, il y a une méthode de jeu. Les autres joueurs n'ont peut-être pas forcément l'habitude d'affronter. Ça a gagné un gros tournoi aux US, ce deck, ouais, ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je pense qu'il lui manque un petit truc encore. Il doit lui manquer un petit truc encore, mais avec l'arrivée des nouvelles cartes du nouveau set, de toute façon, la double affinité va être, je pense, la norme, potentiellement, dans la prochaine édition, avec le pool de cartes qui aura augmenté, et on n'aura plus besoin d'aller chercher forcément d'autres cartes. Et il se permet le luxe de jouer des Doku, alors franchement, là, franchement. Un gros big up à Marc, s'il regarde cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, je viendrai discuter avec toi pour voir comment tu tournes autour de ce deck. Autre deck qui a pas franchi le cap de la finale. Quand même, il en fallait un. Il en fallait un. Il fallait un Boba jaune. Et c'est Maxime qui s'y est collé, qui a réussi à atteindre le top 8 avec un Boba jaune des familles. Rien d'extraordinaire dans son deck, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment le Boba jaune classique. Avec les 3 ruses, avec les Fire Spray, avec les 3 Boba. Voilà. Mais ouais, non, j'ai rien de particulier à dire là-dessus. Dans le deck classique. Deck qui surperforme dans certains tournois. Et voilà. Alors, répartition totale, non, on n'a pas toutes les listes on n'a pas récupéré toutes les listes, mais on pourrait les récupérer. Je pense que la Sico pourrait nous les transmettre. On a surtout regardé les Luc, les Boba, il y en avait 13. Il y avait tous les champions, sauf, il n'y avait pas de Cassian. Il n'y avait aucun Cassian. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de IG, bien sûr. Triste, mais il n'y avait pas d'IG. Et il n'y avait pas, j'oublie toujours son nom, la leader blanc. Pour son nom, vous pouvez me le dire dans le chat. Voilà, Erso. Elle est tellement pas jouée que j'oublie même son nom. Elle n'avait pas d'Erso. Tarkin, je crois que j'en ai vu un. Krennic, j'en ai vu un, je crois. Krennic, c'est sûr que j'en ai vu un. Et Tarkin, je crois que j'en ai vu un. Et pas mal de Sabine. Aucune Sabine dans le top 8, c'est à noter. C'est à noter. Aucune Sabine ne passe le cut. Aucun Inquisiteur. J'ai vu un ou deux Inquisiteurs, mais les Inquisiteurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait beaucoup de Sabine, il y avait beaucoup de Luke. J'ai vu énormément de Luke. C'était vraiment impressionnant de voir autant de Luke. Et notamment Jebraïel, qui est là actuellement à l'écran. Il utilise le pseudo de Jeb. La vidéo, donc lui, il arrive en demi-finale également contre le futur vainqueur Timothée. Et qui joue un super deck Luke Vert. Et lui aussi, il a fait des comebacks à la Chirrute. Je vais peut-être enlever ma tête pour que vous voyez bien la composition. Où c'est que je peux enlever ma tête ici? Hop. Donc il a fait de ses comebacks. Il y a la vidéo là qui va être bientôt montée sur la chaîne, mais au début de la partie, je me dis mais comment il peut gagner? Il va se faire déborder, il va se faire déborder, il va se faire déborder. Et puis il revient, il revient, il revient, il revient. Il tape son gros vaisseau Redemption là, pour regagner ses 8 PV. Le Homeone qui suit, qui donne du restore. Et puis les Luke hein, qui sont également présents, qui ont aussi du restore. Et puis ça revient. Ça revient, ça revient. Et
Les traîtrises, ouais, qui sont également bien placées. Là, elle s'était placée toujours contre des Yoda, je crois, hein, c'était ça. Il a fait le coup 2 fois contre des Yoda. Voilà. Donc vraiment un deck qui m'a fortement impressionné. Et je crois que ça a même inspiré McDodo, là, qui est en train de se monter le deck, de tourner autour. Donc voilà. Un excellent deck. Il perd en demi-finale. Non, en finale, pardon, en finale. Jibril a atteint la finale. Il a atteint la finale. Il perd contre Timothée. En BO1. En BO3, je n'aurais pas donné le même résultat en BO3. J'aurais pas donné le même résultat en BO3. Mais en fait, il commence la partie avec une main horrible. Et il pioche rien pendant plusieurs tours. Il pioche vraiment pas beau. Et il se fait déborder par le Han et puis il perd. Mais excellent joueur. Alors, excellent joueur. Très bon état d'esprit. Et vraiment cool. Vraiment cool. C'est super sympa de le streamer. On l'a streamé 2 fois. Donc on l'a streamé en phase de poule et on l'a streamé en finale. Vraiment très très sympa. Et très fort. Si tu regardes aujourd'hui en YouTube, sur YouTube, un big up à toi. Et enfin, the last but not least, donc le vainqueur de ce tournoi, Timothée, qui fait donc premier top 1 avec un score de 4-2. Donc le plus jeune joueur du tournoi, 13 ans. Première partie, il a un bail. Donc première partie, il a une victoire d'office parce qu'on était un nombre impair. Après, ça s'est rectifié parce qu'il manquait des joueurs, mais voilà. Il finit à 4-2. C'est le seul 4-2 qui est repêché. Je sais pas pourquoi. Il faut demander à Stico, mais c'est lui qui a été repêché en tout cas, peut-être à cause de son âge, je sais pas. Et après, en BO1, une phase finale, il a roulé sur tout le monde avec une très très grande maîtrise. Très grande maîtrise et ouais, c'est peut-être les 2-0 qui ont fait la différence. Avec la première partie en 2-0 aussi, ouais. Comparé au deck d'Hardy, il y a très peu de changements, c'est quasiment les mêmes. Lui aussi nous a dit qu'il a pris des conseils auprès de Torque. Et on le voyait. La différence avec Hardy, c'est que lui, il joue les pikes directement dans son deck de base. Et il joue pas et il joue les Luc aussi. Il n'y a pas forcément dans le deck d'Hardy, je crois. Ce qui fait franchement la force du vert, hein, actuellement, c'est jamais. Le vert n'est jamais mort. Le vert n'est jamais mort. Vous remontez tellement de cartes. Vous remontez des cartes avec le Bright Hope. Vous remontez des cartes avec le Snow Speeder. Vous remontez des cartes avec le Oman. Vous remontez des cartes avec le Ewing. Vous avez, toujours des cartes qui reviennent. Et en plus, avec le solo, vous pouvez vous permettre de choisir quelle carte vous envoyez en défausse. Donc, très 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 fort. Pas trop ce qui... En fait, s'il n'y a pas de misplay, donc à un niveau équivalent et à le chance équivalente au niveau de la pioche, je pense que le solo actuellement dépasse quasiment tous, même le Bobaruse. Hein. Même le Bobaruse, il n'arrive pas à s'en sortir en fait, parce qu'il va renvoyer des cartes, il va voilà. D'ailleurs, il a affronté du Bobaruse, je crois, et il a réussi à gagner. Donc voilà, ça c'était pour Timothée. On reviendra plus en détail demain avec Keycord, mais là vous avez déjà accès donc au visuel et description sera faite dans la vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle liste vous a le plus plu dans celle-ci, où vous jouez actuellement, ce qui vous semble fort, sachant qu'avec l'arrivée de... alors, moi, il y a il n'y a pas de meilleur, mais il y a 2 informations que je voudrais quand même partager. Vous me direz ce que vous en pensez. Premièrement, bien sûr, avec l'arrivée du nouveau set, tout va être rebattu. Hein, tout va être rebattu. On ne va pas être comme dans certains autres jeux, je pense, où les decks vont être renforcés par certaines cartes. Je pense que vraiment qu'il y aura des nouveaux archétypes totalement. Et deuxièmement, Han Solo. Alors, je l'ai dit dans une vidéo, à l'annonce de la contrebande, vous pouvez regarder la date de la vidéo. J'ai dit contrebande, ça va être nul en termes de jeu, en termes ludique, en fait, d'échange, voilà. Parce que ça va vous faire piocher dans votre réserve de ressources et ça va être horrible. Et là, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu avec les Han. Les gars,
reprennent leurs cartes en main tout le temps, elles sont engagées, elles sont désengagées. Ok, ils ont mis ça en fin de partie, pour, enfin en fin de round pour enlever les cartes de la défausse, mais quand vous mettez des cartes, vous allez regarder, voilà, et vous rajoutez à ça de la contrebande, donc vous allez encore pouvoir regarder encore une nouvelle fois dans vos ressources. Ça va créer énormément d'imbroglio, des cartes, ah bah cette carte a été engagée, ah non, ça l'a pas engagée, bon ouais, ça va être l'horreur. Et les joueurs malveillants bah, vont être facilités pour cheater, hein. Ils vont cheater aisément parce que ça va être impossible d'avoir un regard sur qu'est-ce que tu as mis en contrebande, qu'est-ce qui était engagé, qu'est-ce que tu as désengagé, qu'est-ce que tu as envoyé en défausse avec Han Solo. Franchement, j'ai un peu peur au niveau gameplay pour la prochaine édition avec le mot-clé contrebande. Voilà, on verra, on verra. On est le 4 juin 2024, on verra si l'avenir me donne raison. Donc voilà, ça c'était pour mon résumé sur les différentes listes. On pourra revenir en détail sur telle ou telle liste plus en détail. Vous pouvez me le mettre en commentaire de la prochaine vidéo YouTube.